Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Bernard Cazeneuve. Alors bonsoir Bernard Cazeneuve. Alors déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a déjà dit à notre assemblée, mais c'est la première fois qu'on a l'occasion d'accueillir un ministre dans l'exercice de cette fonction, donc on vous remercie d'autant plus de votre présence. Alors dans une première partie, si vous voulez bien, on va revenir brièvement sur votre parcours et les événements qui ont jalonné votre vie politique. Alors Bernard Cazeneuve, vous êtes tombé jeune, si j'ose dire, dans la marmite de la politique, puisque votre père était responsable départemental du Parti Socialiste. Alors vous avez fait vos études à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Vous êtes spécialisé donc, dans le droit des affaires. Donc c'est au cours de ces études que vous allez devenir président des Jeunes Radicaux de Gauche. Alors votre vie d'élu, quant à elle, va commencer en 1994, lors de votre parachutage réussi dans la Manche, dont vous devenez député en 1997. Alors là, on remarque tout de suite votre fort attachement à votre région, notamment vous conduisez l'enquête parlementaire sur l'attentat de Karachi de 2001, dont vous dénoncez l'opacité de l'enquête. Alors par la suite, vous prenez part au débat sur l'énergie nucléaire, un secteur qui est très présent en Normandie, et vous êtes notamment en faveur de la poursuite du développement de l'EPR de Flamanville. Alors sur la question européenne, on remarque votre prise de position contre la Constitution européenne en 2005 et votre non au traité de Lisbonne en 2007. Alors première question, monsieur le ministre, vous avez beaucoup voyagé comme on l'a vu, vous êtes né dans l'Oise, vous avez fait vos études à Bordeaux, puis vous avez débuté votre vie d'élu dans la Manche avec succès, puis vous êtes maintenant au gouvernement à Paris. Alors comment vous expliquez cette capacité à s'adapter sur tous les terrains? D'abord, chaque personnalité politique a son tempérament. Et moi, j'ai la passion de la relation avec les autres. Il y a chez moi un entomologiste qui sommeille. Et à chaque fois que l'occasion m'a été donnée dans ma vie universitaire ou professionnelle et politique d'aller à la rencontre des autres, je me suis beaucoup nourri de l'expérience des autres. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre d'eux ce qui pour moi a toujours constitué l'essentiel, c'est-à-dire la dimension des relations humaines dans la vie en général et dans la vie politique en particulier, la force de l'expérience acquise par les autres comme un élément de conduite de ma propre action, et puis un fond d'humanisme qui m'a été inculqué par mes propres parents, qui s'est trouvé conforté par mon propre parcours universitaire et professionnel. Et je crois que quand on aime sincèrement les gens, on s'adapte plus facilement à des situations diverses et on le fait de façon moins chaotique que d'autres. Je dois donc à mon tempérament cette capacité d'adaptation et aussi à ma passion des autres, à mon intérêt pour les autres. Alors j'aimerais revenir maintenant sur... les deux catégories d'élus, les élus qui se regardent de l'ombril avec une loupe binoculaire. D'accord. Ils parlent de deux, puis vous avez des élus qui s'intéressent aux autres. Et j'ai toujours trouvé dans le contact des autres un moyen de progresser, notamment dans la Manche et en Normandie quand vous étiez en place. Alors j'aimerais revenir brièvement maintenant sur votre entrée au gouvernement. Alors vous étiez porte-parole de François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, alors ce qui vous a conduit à devenir d'abord ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Alors là, une grande mission vous attend, c'est celle de défendre le traité budgétaire européen. Alors on remarque votre détermination sans faille lorsque vous décidez de rencontrer un à un tous les parlementaires pour les convaincre de voter pour le traité budgétaire. Et donc à ce titre-là, notamment votre confrère député socialiste Patrick Cherki vous surnommera le lapin... Pascal Cherki, pardon, vous surnommera le lapin du Racel. Voilà, c'est comme ça que François Fillon avait aussi qualifié Nicolas Sarkozy. D'accord. Par-delà la taille, ça fait un point commun de plus. Non mais si vous voulez, revenons au fond de l'affaire, c'est-à-dire au traité européen. En 2005, vous l'avez signalé, je n'étais pas favorable au traité constitutionnel. Je n'étais pas favorable au traité constitutionnel tout simplement parce que je sentais que l'Europe était en train de s'engager sur un chemin qui risquait de la perdre. Et aujourd'hui d'ailleurs, le débat n'est pas clos. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie avec
la montée de Grillo, vous avez vu ce qui se passe en Grèce avec Claude Doré, vous avez vu ce qui se passe en France avec un certain nombre de formations politiques, et notamment l'une d'entre elles qui trouve derrière la lutte contre l'Europe un moyen d'exprimer bien d'autres rejets, bien d'autres répulsions, bien d'autres valeurs. Et moi, j'ai toujours été très inquiet du divorce du peuple du projet européen. Je considère que l'Europe est notre chance, c'est notre atout. Nous n'avons aucune chance de sortir de la crise si nous n'approfondissons pas la construction européenne. En même temps, je suis très inquiet de voir l'Europe progressivement divorcer des peuples. Parce que les peuples pensent à tort, mais ils le pensent, que l'Europe est à l'origine des efforts qu'on leur demande, parce que l'Europe a aussi mis beaucoup de temps à apporter les bonnes réponses à la crise. Et par conséquent, j'ai trouvé que dans la réorientation de l'Europe portée par le président de la République pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire faire des efforts de redressement, mais aussi essayer de rencontrer la croissance, essayer aussi de faire évoluer les institutions européennes, il y avait un message fort qui méritait d'être porté. Et quand on s'est retrouvé avec le président de la République au premier Conseil européen, en face de dirigeants européens qui n'avaient pas tous eu envie de l'élection de François Hollande, mais qui nous considéraient désormais comme un partenaire avec lequel il fallait compter, avec lequel il fallait faire, j'ai ressenti qu'il y avait une opportunité de réussir des choses. Ça a été le plan pour la croissance, 120 milliards d'euros, ça a été l'engagement d'une nouvelle dynamique autour de l'union bancaire pour maîtriser la finance, ça a été une volonté que nous avons exprimée de voir l'Europe s'engager dans une politique monétaire plus accommodante pour ne pas gâcher l'échange de la croissance. Et à partir du moment où l'Europe serait orientée, il fallait que nous, dans l'Europe, nous restions crédibles. Et pour rester crédible dans une Europe qui serait orientée, je trouvais qu'il était intéressant, finalement, d'envoyer le gage que ce traité qui nous imposait des disciplines était pour nous une manière de dire que le sérieux budgétaire et la croissance pouvaient se conjuguer ensemble. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette voie. Et comme je mesurais la force du combat qui nous attendait, la nécessité, face aux partenaires européens, de demeurer crédible, de donner le sentiment que la France était un grand pays qui n'entendait pas abandonner ses responsabilités, je me suis battu pour que ce traité soit ratifié. Parce qu'on ne peut pas vouloir une autre Europe et quand elle devient possible, renoncer à la construire en prenant ses responsabilités. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc à la suite de ce poste au ministère des Affaires européennes, donc c'est à la suite de la démission de Jérôme Cahuzac et de votre nomination comme ministre délégué au budget que les Français vous découvrent vraiment. Alors, à l'inverse d'un Pierre Moscovici ou d'un Arnaud Montebourg, vous distinguez par un certain retrait médiatique, si j'ose dire. Alors, la discrétion, l'efficacité, la recherche du consensus, et puis la chaleur humaine dont vous m'avez parlé aussi précédemment, tout cela... La chaleur humaine, ça ne se voit pas le premier coup. Hein. Ça ne se voit pas le premier coup. Peut-être à la fin de la séance, on serait convaincu. Non, mais il y a chez moi une certaine réserve et timidité, mais ça concernait d'autres responsables politiques, mais en tous les cas, derrière la réserve, il y a une forme de chaleur. Vous allez la sentir, attendez un peu. Et toutes ces qualités, donc j'entends, ont joué selon vous dans votre nomination au ministère du Budget. C'est-à-dire que moi j'avais considéré que dans une période comme celle que nous vivons, qui est quand même une période un peu compliquée, je ne sais pas comment vous la ressentez, mais enfin là où je suis, je la ressens comme une période extrêmement difficile, compliquée, qui implique beaucoup d'engagement, de détermination, on soit là pour nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension dans la vie politique qui est narcissisante, qui est plaisante, parce que finalement la part d'engagement, parfois le regard aussi que les autres portent sur soi-même sont des choses qui peuvent motiver, qui peuvent mobiliser, qui peuvent engager. Enfin, tout le monde se moque de savoir quel est l'avenir de M. Montebourg, de M. Moscovici, de M. Cazeneuve, de Mme Merkel. On s'en tape complètement aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte le pays de la crise. Donc ma conviction profonde, c'est que ce qui explique ma discrétion, c'est que ce que nous sommes est beaucoup moins important que ce que nous avons à faire. Et que les citoyens seront très durs si nous nous occupons beaucoup de nous-mêmes et peu des problèmes pour lesquels nous avons eu. Donc je préfère être discret en essayant d'être efficace plutôt que d'être omniprésent en oubliant de l'être efficace.
Voilà, donc pour moi la discrétion, c'est une manière d'effacement face à l'État, parce que ce qu'on attend de nous, c'est qu'on ait le sens de l'État, et dans la crise, le sens de l'État et le sens de soi-même, c'est pas la même chose. D'accord. Plus une position pour servir l'intérêt des Français, évidemment. Alors, pour revenir un petit peu sur cette transition au ministère du Budget, vous avez déclaré la suite de la démission de Jérôme Cahuzac, je vous cite, « On ne remplace pas Jérôme Cahuzac, on lui succède modestement ». Alors finalement, comment vous avez vécu cette transition, cette nomination un peu surprise, à la place de quelqu'un que vous considériez comme proche amicalement, et toute la période finalement d'excitation politique qui s'en est suivie? D'abord, je connaissais Jérôme Cahuzac puisque j'ai fait les affaires européennes, il était ministre du Budget. Il y a quelques liens entre ce que l'on fait pour établir les disciplines budgétaires et le discours qu'on porte au sein de l'Europe, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc nous travaillons ensemble, et je sais que lorsque une difficulté arrive pour un homme politique, y compris lorsqu'il a commis une faute, généralement la règle c'est de donner dans la meute. On se met à brûler ce que l'on a aimé, surtout lorsque la meute nous incite à le faire. Moi je ne le ferai pas. J'ai été proche de Jérôme Cahuzac dans le gouvernement, je ne cautionne absolument pas ce que je considère comme un manquement personnel, mais jamais vous ne m'entendrez hurler avec ceux qui trouvaient infiniment plus de qualité que je lui en trouvais moi-même au moment où il était au sommet de sa gloire. Je n'aime pas les gens qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Je trouve ça pas convenable. Donc j'ai vécu ce qui s'est passé comme un moment extrêmement difficile pour moi parce que je découvrais une vérité qui m'avait été cachée. Ça a été un moment dur pour moi parce que c'est toujours difficile de voir un ami chuter, surtout quand il a commis une faute à laquelle on ne s'attendait pas. Ça a été difficile pour moi parce que je me suis retrouvé immédiatement sur des matières extraordinairement arides et techniques face auxquelles il fallait prendre ses responsabilités. Donc il y a eu une dimension d'assaise, il a fallu manger beaucoup de papier très vite. Et puis finalement, l'accumulation des difficultés liées au poste m'a fait très vite oublier la situation. Donc en l'espace de 24 heures, je me suis retrouvé dans un rythme, l'obligation de faire face, qui fait que tout cela est maintenant digéré. Et ça n'a pas été simple. Alors, selon certains... Le ministre du budget, c'est pas le ministre de la poésie, vous savez, c'est le ministère... J'imagine. Donc, selon certains, l'avis de François Hollande a fortement pesé, justement, dans cette nomination. Alors, on sait que François Hollande prête une oreille toute particulière à vos conseils. On l'a vu notamment sur le débat à propos du nucléaire. Alors, finalement, on voulait savoir d'où est née cette grande complicité avec le chef de l'État. Oui, je dis ça souvent dans le journal que François Hollande prête une oreille particulière du Conseil. Ça me fait beaucoup rire. D'abord parce que le président de la République n'a pas besoin de mes conseils pour décider, que j'ai assez peu l'habitude de lui donner quand il ne me les demande pas, et généralement quand il me les demande, c'est qu'il les a demandés à d'autres. Et moi, j'arrive pas à faire la part de ce qu'il a retenu de ce que je lui ai dit, et de ce que les autres lui ont dit et qu'il a retenu, parce que je ne sais pas ce que les autres lui ont dit. Bon. Donc cette idée que j'aurais une oreille particulière du président de la République, vraiment fait beaucoup rire, et il est vrai qu'il m'arrive de dire des choses au président de la République, généralement je n'en fais pas état, et généralement quand je lui dis des choses, c'est que d'autres lui ont dit aussi parce qu'il les a sollicités. Donc moi je n'ai pas la prétention d'avoir une relation particulière avec le président de la République, même si je vous confie volontiers que j'ai avec lui des relations infiniment meilleures que celles que j'aurais pu avoir avec son prédécesseur, ce qui ne donnera pas dans cette personne dans cette salle. Maintenant, est-ce que sur le nucléaire il m'a écouté? Non. D'accord. Parce que sinon, il y a des choses que nous n'avions pas faites. Mais après tout, le président de la République, c'est lui qui décide. Et autour de lui, il y a des gens qui ont des sensibilités très différentes. Chacun s'exprime. Et moi, j'ai une règle avec le président de la République, c'est de ne jamais rendre compte de ce que je lui dis. Et à chaque fois que je lui dis quelque chose, de ne pas prendre des précautions. Sauf le respect que je dois à sa fonction et qui est grand. C'est-à-dire que je suis avec lui une très grande franchise. Et je lui dis les choses directement, quand il les sollicite, pas de moi-même. D'accord. C'est sur cette question qu'on va terminer la présentation. Donc, la présentation pour l'instant. On va passer maintenant à la deuxième partie, donc le débat. Donc je laisse ma place à Guillaume et Loïc. Merci Bernard Cazeneuve.